Excellent début du week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Le Premier ministre, Dr Edouard Guilene, s'est entretenu ce vendredi avec la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Amina Mohamed. Leurs entretiens se sont focalisés sur la réunion en préparation qui portera particulièrement sur la sécurité, la paix, l'investissement et la technologie. Elle a fait cette indication à sa sortie d'audience avec le chef du gouvernement rwandais. Les discussions avec le gouvernement du Rwanda sont très essentielles. Le Rwanda est un pays important en tant que membre des Nations Unies. Après qu'il contribue aux missions de maintien de la paix au monde, il dispose également d'une voix dans le développement et la gouvernance sur ce continent africain. Nos entretiens se sont focalisés aujourd'hui sur la réunion que nous sommes en train de préparer à l'ONU au cours des prochaines semaines et elle portera surtout sur la sécurité et la paix. Elle se focalisera également sur l'investissement et sur comment continuer à chercher des fonds à investir dans des pays en voie de développement tels que le Rwanda et voir aussi comment la technologie moderne pourrait être utilisée sur le continent africain afin que nous puissions changer l'attitude de ceux qui pensent que l'Afrique est restée à la marge. Tels sont certains points sur lesquels nos entretiens ont porté et nous avons aussi discuté de l'avenir du Rwanda et des objectifs particuliers dans lesquels l'ONU pourrait apporter son soutien au Rwanda. Ce sont des entretiens qui ont porté essentiellement sur les secteurs particuliers où nous pouvons collaborer. En procédant à la clôture de la conférence internationale sur la sécurité alimentaire ce vendredi, le Premier ministre rwandais a déclaré que le Rwanda a l'ambition de développer son secteur agricole et d'élevage en vue de répondre aux différents défis de sécurité alimentaire en favorisant une agriculture tournée vers l'autosuffisance alimentaire, mais aussi à une forte production accessible au marché au niveau local et international. Reportage. Comment nourrir la population africaine, estimée aujourd'hui à plus de 1,5 milliard de gens, est l'une des préoccupations majeures du Forum sur la sécurité alimentaire en Afrique. Les experts dans le domaine agricole estiment que les pays africains doivent travailler ensemble pour réussir la lutte contre la faim sur le continent. Ceux qui participent au Forum sur la sécurité alimentaire à Kigali sont d'avis que l'échange d'expériences entre pays pourra les aider à progresser dans cette lutte. Je pense que sur les politiques, il y a des pays qui innovent en matière de food system. Donc le bon exemple, c'est le Rwanda avec le PSTA5. Donc c'est un exemple de pays qui montre la voie de on ne fait plus de agricultural policy, mais on fait de food system. Et d'ailleurs, il y en a d'autres. Ça veut dire qu'il y a quand même la direction qui est là. Deuxièmement, en matière de programme, il y a pas mal de projets aussi qui sont alignés sur le food system, où beaucoup de secteurs travaillent ensemble, et c'est des projets composites qui font que donc on accélère. Et troisièmement, la majorité donc du travail qu'on fait pour les jeunes et les femmes, les PME, il y a un certain nombre donc d'accroissement des investissements qui sont concessionnels, qui vont vers les jeunes. C'est toujours pas assez, il en faut plus sur la finance climat, etc., qui sont là. Et donc c'est pour dire qu'il y a encore des choses qui se font dans ce cadre-là et de l'innovation, mais ça doit aller encore beaucoup plus vite qu'on le voudrait. Et encore pour pouvoir donc répondre au challenge. Mais il y a beaucoup d'avancées sur le continent. Je voudrais dire que le Rwanda a beaucoup à partager avec d'autres pays au niveau du continent, dans le domaine de la transformation du secteur agricole en général. Lorsque nous regardons par exemple les efforts que le Rwanda a fait de donner aux petits fermiers la capacité d'avoir des investissements qui améliorent les outils de production. Par exemple, en matière d'irrigation, en matière de semences sélectionnées, en matière de
d'accès aux connaissances, hein, pour améliorer les pratiques agricoles qui sont utilisées dans le domaine. Le Rwanda est en avance par rapport à beaucoup de pays africains et ça, ce serait je dirais, un succès à partager, une leçon à partager avec les autres. Le Rwanda a également investi dans les infrastructures. Nous savons qu'au niveau du continent africain, jusqu'à 40% des produits agricoles périssent. Hein, ils pourrissent et sont jetés, quoi. Donc, le Rwanda, en investissant dans les infrastructures qui permettent de conserver, de stocker ces produits-là, ça a un avantage pour les fermiers d'abord, parce qu'il n'est pas pressé de vendre à n'importe quel prix, mais également il y a un avantage au pays de pouvoir parer aux périodes de crise et de maximiser l'accès à la nourriture pour la population rwandaise et à la vente pour d'autres pays africains. On a été obligé de changer les stratégies d'agriculture. Parce qu'avant, on consommait beaucoup de maïs, mais au fur et à mesure que la population augmente, au fur et à mesure que les gens trichent les besoins, hein. Normalement, les gens trichent les besoins. Vous voyagez dans d'autres pays, vous voyez comment ils consomment, et puis vous arrivez à la maison, vous en doutez. Est-ce que vous avez vu? Maintenant, la consommation de maïs a augmenté dernièrement au Rwanda. Alors, on doit changer les stratégies. La stratégie qu'on doit faire, et le 30% que tu as mentionné que nous avons augmenté la production de maïs, c'est le départ, ce n'est que le début. On a besoin d'augmenter davantage. On a besoin d'abord de faire des choses, augmenter la productivité par hectare. Pour votre information, on consomme plus de 850 000 tonnes de maïs par an. Les humains et les animaux, ensemble. Et la saison dernière, les 2 saisons, on a pu produire plus de 600 000 tonnes hectares. On est presque là. Est-ce que ce qu'on doit faire, on doit encore marquer les terres qui sont destinées au maïs, les terres destinées au sorgho, les terres destinées à d'autres graines que nous consommons souvent. Et puis, l'objectif, c'est l'autosuffisance dans le maïs. Et la solution, le truc qu'on doit utiliser, c'est d'augmenter la production par hectare. On a en moyenne sur 2-3 en moyenne, mais les grands fermiers vont jusqu'à 6, 8, 10 tonnes par hectare, mais on veut que la moyenne soit d'au moins 6 et 8, ou entre 6 et 8. Deuxièmement, ce qu'on doit faire, on va le faire par l'augmentation des intrants, que ce soit organique ou non organique, mais aussi il faut augmenter la vulgarisation agricole. Ce sont les outils qu'on va utiliser et former les techniciens, former les fermiers pour former des champs modernes qu'on appelle les farm feed schools, où les gens vont venir apprendre, les fermiers vont venir apprendre et les uns vont enseigner d'autres, parce que l'objectif c'est l'autosuffisance dans le maïs, même dans d'autres produits vivriers que nous consommons souvent dans le pays. Je pense que le plan est là, et l'unité réunion est là pour nous inspirer comment on peut faire davantage, comment on peut faire mieux pour qu'on puisse gagner du temps dans cette suivi de la sécurité alimentaire. Pour le professeur Régis Karuranga, les dirigeants africains doivent viser haut et mettre en place des stratégies efficaces en vue de relever le secteur agricole tout en attirant plus d'investisseurs dans ce domaine. Il nous faut une banque agricole d'urgence en Afrique, là, partout dans les pays où il n'y en a pas, il faudrait qu'une banque... Parce que la banque agricole a la spécialité de collecter les informations, de prendre les risques dans le secteur, de s'entourer de garanties qui ne sont pas des garanties classiques pour le secteur du trading, par exemple, du commerce de détail. Là.
Pourquoi est-ce que les banques privées iraient dans l'agriculture? Ils n'ont pas d'appétit pour l'agriculture, tout simplement parce qu'ils ont d'autres choix. Et ce sont des banques privées. Moi, si j'étais directeur d'une banque, l'agriculture serait le cadet de mes soucis. À moins que je n'ai une subvention. Bon, on a commencé un modèle où certains bailleurs de fonds maintenant font transiter les crédits pour l'agriculture à travers les banques commerciales. Il faudrait au moins qu'on ait une banque qui est dédiée à l'agriculture. Deuxième catégorie, c'est les banques d'investissement. La plupart des produits des projets agricoles, par exemple le riz dans un marais, ça va être rentable au bout de 5-10 ans. Une banque qui te prête de l'argent à court terme, tu payes les taux d'intérêt, tu commences à payer après un délai de grâce de 4 à 5 mois. Ce n'est pas ça qui va faire l'agriculture. Il faudrait des banques qui s'engagent à plus ou moins long terme et qui sont par essence des banques d'investissement. C'est-à-dire qu'il faut croire au projet, injecter de l'argent et attendre que... L'AFC fait la même chose ici. Ensuite, il n'y a pas que les banques, il y a aussi tout le concept de marché des capitaux, de Agriculture Development Fund. Il faudrait que tout ce monde soit équipé à consommer ou à investir dans l'agriculture parce que ça prend des gens pour qu'on puisse mener tous la bataille de la sécurité alimentaire. Ensuite, pour les jeunes et l'innovation et les techniques, moi je suis dans une position légèrement différente de mes collègues, c'est que je considère la technologie comme un facilitateur. Je ne considère pas ça comme quelque chose, une panacée qui va résoudre le problème. Pour l'agriculture, comment est-ce que, par exemple, je donne un exemple concret, si on prend technologie jeune, agriculture et sécurité alimentaire, on pourrait s'imaginer, par exemple, qu'on conçoit des algorithmes ou on appelle ça des applications aujourd'hui, qu'on construit une application par exemple qui permet aux jeunes qui sont à l'intérieur du pays d'aller chercher les 4 ou 5 petites industries dans lesquelles ils sont actifs. C'est les œufs, les poulets, et ils vont élever des lapins, ils vont élever des trucs. J'aimerais avoir un smartphone, cliquer là-dessus dans l'application et avec tous les avancées qu'on a aujourd'hui en intelligence artificielle, pouvoir générer mon plan d'affaires en 5 minutes. Face au drame de l'enfant qui se fait toujours sentir sur le continent africain, les analystes considèrent que les gouvernements et les organisations internationales doivent mettre en œuvre des solutions durables qui renforcent la sécurité alimentaire et améliorent la productivité agricole. Après la sécurité alimentaire, parlons à présent livres. Lancement jeudi à Kigali du programme Livres pour tous, dont l'objectif est d'aider les enfants et les personnes adultes à avoir le goût de la lecture. Le récit des Kassim Youssouf. Livres pour tous est un projet qui vise à aider les enfants et les personnes adultes à trouver facilement des livres de lecture au Rwanda. Ce que nous faisons dans notre travail, c'est de mettre ensemble les acteurs dans le marché des livres. Et donc dans le marché des livres, nous avons les écrivains, comme je l'ai dit, nous avons les imprimeurs, mais nous avons aussi les banques qui donnent des capitales pour que leur business puisse fonctionner afin de servir les end users, afin de servir les parents et les enfants aussi. L'un des challenges qui a été mentionné et souvent, qui est mentionné souvent, c'est l'accessibilité des livres, mais aussi les livres adaptés pour les enfants qui sont aveugles et aussi qui sont malentendants. Et en faisant ceci, c'est pour montrer qu'il y a des livres au Rwanda. Il y a des livres pour les enfants, il y a des livres pour toute génération, mais il y a quand même un problème dans la culture, dans la lecture. Donc on n'a pas cette culture de lire souvent les livres. Alors ceci est juste pour vraiment encourager tout le monde de pouvoir prendre le temps d'acheter des livres pour les enfants. Il y a aussi le problème des livres qui sont chers. Ça aussi, c'est une discussion qu'on a avec les différents partenaires. Mais ceci est un commencement vraiment de montrer au public qu'il y a des livres disponibles qui sont adaptés. Mais on a besoin vraiment d'avoir cette culture de la lecture. Le représentant de l'organisation rwandaise de livres pour enfants, Eric Dusabimana, indique qu'ils sont confrontés à certains obstacles, mais que le projet Livres pour tous leur vient en aide. Je dirais que les livres que nous publions sont sur les thèmes différents. Par exemple, on publie des livres qui sont sur l'environnement, qui sont dans le contexte de promouvoir la culture ou les valeurs traditionnelles rwandaises. Donc, le plus souvent, ce sont des
des contes traditionnels, voilà, qui apprennent aux enfants rwandais les valeurs et la culture rwandaise. Et par rapport aux obstacles auxquels nous faisons face, aujourd'hui, je dirais d'abord le coût de l'impression. Le coût de l'impression est relativement très élevé, donc ce qui fait que quand nous imprimons à un coût élevé, nous sommes aussi obligés de vendre le livre à un coût élevé. Et ça, c'est un obstacle. Et ça, deux fois, les clients n'ont pas les moyens d'acheter les livres sur un coût élevé. Et ça, c'est vraiment un grand challenge pour nous. Et ce projet de Ibitabo Kuri Twese, donc le livre pour tout le monde, va nous aider à améliorer l'accès aux livres, parce que ça va nous permettre c'est comme une plateforme pour tous les éditeurs qui se rencontrent, voilà, qui partagent leur expérience et le savoir-faire, les connaissances, et ça va nous permettre de produire plus et d'élargir l'accès aux livres, et de faire en sorte que les livres soient accessibles à tous les enfants à travers tout le Rwanda. Le programme Livre pour tous n'a pas mis à la marge les personnes en situation de handicap de vision, car elles ont aussi des livres adaptés à cette situation. Ce programme va en outre aider à trouver des solutions aux problèmes de peu de moyens pour trouver des livres au Rwanda et à éliminer tout ce qui fait que les livres ne soient pas disponibles partout sur le territoire national. Le Forum sur la gouvernance sur Internet au Rwanda, un événement annuel qui rassemble différentes parties prenantes pour discuter des questions liées à l'Internet, s'est réuni jeudi à Kigali afin de discuter de la gouvernance des données, de la protection des données et de la sécurité des données. Les échanges ont porté sur la manière dont nous accédons, consommons et protégeons les données contre les blanchiments nuisibles et malveillants. Suivez. Monsieur Robert Ford, consultant indépendant en technologie et dirigeant du Forum sur la gouvernance sur Internet au Rwanda, a déclaré que de tels rassemblements visent, entre autres, à plaider pour l'absence des réglementations sur Internet. De son côté, monsieur Eraste Rurangwa, du Bureau de protection des données de l'autorité nationale de cybersécurité, qui est en charge du renforcement des compétences sur les capacités nécessaires pour sécuriser le cyberespace du Rwanda, déclare qu'il existe une faible sensibilisation à un domaine que ce forum cherche à aborder. Iyo urimo gusangiza abantu rusange amakuru ajyanye n'aho utuye. Il s'agit d'un voyage continu, des campagnes de sensibilisation robustes afin que les gens puissent connaître leurs droits. Car la protection des données commence par soi-même. Si quelqu'un vous demande certaines informations avant de vous fournir un service, mais que vous remarquez que les informations demandées ne sont en aucun cas liées à l'obtention de ces services, vous devez alors vous interroger sur l'intention, car des données supplémentaires pourraient être utilisées à mauvais escient pour vous porter préjudice. Les jeunes ayant participé à cette rencontre se félicitent de cette initiative qu'ils estiment qu'ils viennent à point nommé, car les secteurs nécessitent une certaine régulation pour éviter les dérapages possibles. À l'ère numérique interconnectée, aujourd'hui, la protection des données n'est pas seulement une responsabilité, mais une nécessité. Le Rwanda, pays des mille collines, réputé pour sa stabilité, respire la paix sans précédent sur base d'une politique inclusive qui réunit toutes les filles et fils, où tout le monde jouit des mêmes droits, contrairement à la situation d'avant 30 ans. Écho du Rwanda avec Jean Damasemanchim. Depuis 30 ans maintenant, le Rwanda s'est engagé sur une voie de l'unité et de la réconciliation, une politique qui a déjà fait ses preuves, car le pays se développe considérablement, jour après jour. Pour y parvenir,
Piloté par un leadership visionnaire, le Rwanda a dû d'abord arrêter le génocide contre les Tutsis en 1994 et panser les plaies des rescapés en particulier. Ce passé sombre n'a pas étouffé la clairvoyance du leadership rwandais qui a réussi à barrer la route à la vengeance, à la répression pour asseoir une politique d'unité. C'est cette vision qui a permis d'intégrer les anciens combattants qui se sont désolidarisés des groupes négatifs qui opéraient depuis les forêts de l'Est de la République démocratique du Congo. La Commission nationale de démobilisation et de réintégration s'est vue confier la lourde tâche d'accueillir et d'intégrer dans la société ces anciens combattants. Et le processus est difficile, comme en témoigne la présidente de la commission. C'est ce qu'on fait, c'est la réception avant de procéder à la démobilisation. Après les avoir reçus, mais bien sûr, je vous ai dit que lorsqu'ils viennent, la majorité d'entre eux sont malades. Et la première des choses qu'on fait après la stabilisation, c'est de leur donner des soins médicaux. Nous avons des infirmiers à Mutobo, mais aussi lorsqu'il s'avère nécessaire de leur donner des transferts, ils vont au centre de santé d'Ogataraga et puis ils obtiennent des transferts. Nous avons des contrats avec beaucoup d'hôpitaux, à l'instar de l'hôpital de Ruhengeri et tous les hôpitaux aussi du gouvernement rwandais ici au Rwanda. Donc, ils ont vraiment ce droit de se faire soigner n'importe où au Rwanda. Bon, après la réception, après les séances de trauma counseling, nous leur donnons alors des cours. Les cours, donc ce qu'on appelle l'éducation civique. Parce que ce sont vraiment des gens qui, lorsqu'ils sont toujours en République démocratique du Congo, sont coupés du reste du monde. Ils ne savent rien relativement à la gouvernance, parce qu'il n'y a pas de gouvernance de l'autre côté. Ils ne savent rien relativement aux lois applicables au Rwanda, si bien que nous faisons appel à beaucoup de partenaires et pour venir vraiment leur prodiguer des conseils. Donc, ils font cela, nous appelons cela, c'est donc le programme de réhabilitation. Ils le font pendant normalement 3 mois, s'il s'agit des gens qui sont arrivés volontairement. Et le délai peut être long s'il s'agit des gens qui sont venus forcément. Mais en principe, au cours des 3 mois, avec vraiment des séances intensives d'éducation civique et d'autres cours, lorsque nous pouvons évaluer et dire qu'ils sont en train vraiment comment dirais-je, ils se sont imprégnés de la vie des Rwandais, donc nous faisons la démobilisation et puis nous faisons la réintégration par laquelle ils sont acheminés vers leurs communautés respectives. Et avant de clore peut-être mon propos relativement à la réintégration, je dois vous dire que contrairement à ce qui est fait dans d'autres pays, ceux-là qui viennent des forêts de la République démocratique du Congo et donc qui passent entre les mains de la Commission nationale de démobilisation, ils ont le droit de choisir où aller s'installer, où aller habiter. Donc, s'ils veulent, ils peuvent ou bien aller à Rubavu, Musanze, mais aussi dans d'autres districts, pourvu que ce soit sur le territoire rwandais. Contre toute attente, ceux qui sont rentrés de l'exil après plusieurs années se réjouissent de l'accueil chaleureux dont ils ont bénéficié dès leur retour au Rwanda. Dans les forêts, il n'y a pas de vie. Personne ne nous a amenés dans les forêts de Massissi. Il y avait beaucoup de tirs de balles. Nous nous sommes dispersés vers différentes positions pour nous sauver la vie. Nous étions comme des lièvres au courant et il y avait des criminels et des innocents. Lorsque je réalise ce que notre président a fait en nous faisant sortir des forêts du Congo, celui qui ne voit pas ce qu'il a fait et ce qu'il continue de réaliser aujourd'hui, celui qui ne le voit pas, je pense qu'il n'est pas normal. Je suis bien au Rwanda, de tous les Rwandais où règne la paix, la sécurité grâce au leadership du président de la République. Il m'a donné le mutuel, il m'a donné la mutuelle de santé et il n'y a pas de problème. Je ne trouve pas quoi dire d'autre qu'exprimer ma gratitude au président de la République.
nta n'ikibazo na kimwe mfite aramvuza mbega sinzi ikintu navuga muzehe. Après le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994, une grande partie des Rwandais a pris le chemin de l'exil et certains ne sont pas retournés au Rwanda depuis 30 ans. Les enfants de ces réfugiés ont toujours le désir de connaître le pays d'origine. C'est le cas de ces enfants qui vivent à Bangui, la capitale centrafricaine. Récemment arrivés au Rwanda pour une visite, ces enfants se sont déclarés émerveillés par ce qu'ils ont vu dans le pays. En fait, les gens qui ont le même âge que moi, si ce sont les Rwandais, je pourrais leur dire de venir voir de leurs propres yeux parce que si tu ne viens pas regarder par toi-même, tu ne peux pas bien comprendre et puis tu ne peux pas dire que c'est la vérité qu'on te dit. Ils peuvent dire que c'est parce que nous sommes là que nous sommes en train de dire ça. Non, c'est quand tu vas venir toi-même que tu vas regarder et confirmer que ce qu'on disait était la vérité. Et si ce sont aux étrangers qui parlent mal du Rwanda, à eux je vais leur dire que mon pays c'est pas ça. Le Rwanda c'est un pays vraiment uni qui regorge une population qui est vraiment unie, les gens travailleurs qui s'aiment, qui n'est plus comme avant, qui n'ont plus de rancune comme avant, qui avancent dans la paix. J'ai aussi appris d'être patriotique vu qu'il y a la patrie, c'est grâce quand tu as la patrie dans toi. Tu peux tout faire, tu peux te sacrifier. Vu que aussi, parmi tout ce que j'ai appris, il y a aussi un proverbe que j'ai appris, si tu ne verses pas le sang pour ta patrie, les chiens verseront sang pour rien. Et même déjà, rien que lorsqu'on était dans l'avion, même déjà, dans l'avion, lorsqu'on voyait, c'était de nuit, il y avait tellement de lumière. Nous, déjà, rien qu'en voyant ça, déjà, on se disait, oh non, le pays là, vraiment, il est joli, quoi. Parce que rien que de haut, quand tu vois partout, il y a la lumière, chose qu'on ne voyait pas tout le temps là où on était. Ici, rien que dans l'avion, on voyait déjà beaucoup de lumière. On voyait que, voilà, il y avait tout, quoi. Même dans les provinces, lorsque l'avion survolait, on voyait les lumières partout. Et lorsqu'on est arrivé à l'aéroport, on était émerveillés, si je peux le dire ainsi. La richesse culturelle, la beauté touristique, le développement accéléré et la vision élargie des autorités rwandaises confèrent au Rwanda un caractère unique au monde qui continuera d'apporter plus de succès au pays d'Émilie Colline. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, je vous souhaite de passer un excellent week-end à notre compagnie.